Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ce lundi sur Swag Radio pour le grand journal avec Arletty Torrelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, le monde bouge, l'information évolue et nous sommes au cœur de l'actualité sur Swag Radio. N'oubliez pas de passer la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24h/24. Alexa, open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Les Iraniens restent sceptiques quant aux intentions des États-Unis dans les négociations avec l'Iran. Ils estiment que le véritable objectif de Washington est de forcer Téhéran à capituler. Récit signé CGTN News dans ce grand journal. En ce qui concerne les négociations, je ne pense pas qu'il y aura de progrès. Absolument aucun progrès. Je ne pense pas que ces pourparlers aient la moindre chance d'aboutir, car le seul objectif des États-Unis est de forcer l'Iran à capituler. Et l'Iran ne capitulera en aucun cas. Les gens ont pu constater quelle est la présence des États-Unis au Moyen-Orient. Pour les pays de la région, en particulier les pays arabes, les États-Unis n'ont apporté la sécurité à aucun pays. Pour les États-Unis, lorsqu'il s'agit de protéger leurs propres intérêts, les populations, les pays et les dirigeants de n'importe quelle région n'ont aucune importance. L'Iran riposte par des tirs de missiles contre Israël après les frappes israéliennes sur Beyrouth. La tension est montée d'un cran au Moyen-Orient après que l'Iran a lancé plusieurs missiles en direction d'Israël en réponse aux frappes aériennes israéliennes et en visé la capitale libanaise, Beyrouth. Cette nouvelle escalade fait craindre une extension du conflit à l'ensemble de la région. Reportage signé TV5 Monde dans ce grand journal. Israël frappe le Liban et c'est l'Iran qui réplique avec ses tirs de missiles en direction d'Israël. Une première salve dans la nuit, puis une deuxième aux premières heures de cette journée de lundi qu'Israël dit avoir intercepté. C'est la première fois depuis le début du cessez-le-feu, pour le moins précaire, que Téhéran cible directement Israël. Et ce n'est qu'un avertissement, préviennent les gardiens de la révolution. L'armée sioniste doit mettre fin à ses attaques contre le sud du Liban et ses environs. Si elle étend ses attaques dans cette région ou riposte aux actions de l'Iran, elle subira de graves revers et des attaques destructrices seront lancées contre le régime et ses partisans. Et Téhéran promet une attaque à grande échelle si Israël ne met pas un terme à ses opérations militaires au Liban. C'est d'ailleurs l'une des conditions exigées par l'Iran dans le cadre des négociations avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre. Hier soir, les partisans des gardiens de la Révolution célébraient dans la rue la reprise des hostilités au cri de frapper Tel Aviv. Je suis très heureuse et j'espère que les frappes seront encore plus écrasantes parce que nous devons vraiment soutenir le peuple libanais et les chiites du Liban. L'Iran qui vient de fermer son espace aérien jusqu'à nouvel ordre après des tirs de représailles israéliens. Israël affirme avoir visé des cibles militaires dans l'ouest et le centre du pays ainsi qu'une usine pétrochimique et prévient à son tour les opérations au Liban contre le Hezbollah vont se poursuivre. L'Iran a choisi une nouvelle fois la voie du terrorisme en ripostant aux attaques de l'armée israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth par des tirs directs sur notre territoire. Le régime tente de changer la donne. Nous ne le permettrons pas. Plusieurs fortes explosions ont été signalées à Jérusalem. Israël annonce la fermeture de toutes les écoles pour la journée. Reprise des tensions entre Washington et Téhéran, un climat de plus en plus préoccupant. Les relations entre les États-Unis et l'Iran connaissent une nouvelle phase de tension après plusieurs semaines de fragilité. Et chez les récents événements au Moyen-Orient, notamment les échanges de frappes entre l'Iran et Israël et les forces soutenues par les États-Unis de la région ont ravivé les inquiétudes d'une escalade majeure susceptible de déstabiliser davantage la région. Reportage L24 News dans ce grand journal. Alors que le conflit irano-américain approche de ses 100 jours, les hostilités ont repris au Moyen-Orient. Dans la nuit du 5 au 6 juin, Téhéran et Washington se sont livrés à des échanges de frappes, s'accusant mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Selon le CGRI, les affrontements ont commencé lorsque 4 pétroliers ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz. Face à cela, l'un de ces navires a été attaqué et arrêté. De son côté, le commandement américain a déclaré
assuré que c'était l'armée iranienne qui avait fait preuve d'agressivité et lancé plusieurs drones en leur direction. En réponse, l'armée américaine a frappé des sites de radars de surveillance côtière à Gourouk et sur l'île de Keshm. Puis Téhéran a riposté en lançant des missiles balistiques et des drones en direction de la base américaine au Koweït et de sites stratégiques de la 5e flotte de la marine américaine à Bahreïn. L'Iran a tiré 7 missiles balistiques en direction du Koweït et de Bahreïn, quelques heures après que le commandement central des États-Unis a abattu 4 drones kamikazes iraniens lancés vers le détroit d'Ormuz. Ces drones d'attaque représentaient une menace immédiate pour le trafic maritime dans la région. En conséquence, les forces américaines ont frappé des sites radars de surveillance côtière iraniens à Garuk et sur l'île de Keshm afin d'empêcher de nouvelles attaques maritimes. En réponse à cette agression américaine, les forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique ont immédiatement pris pour cible 2 bases américaines au Koweït avec des missiles balistiques, dont celle d'Ali al-Salem, ainsi que ce qu'il restait du quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn. Nous avertissons l'agresseur et l'ennemi infanticide que la répétition de ces actes malveillants ne se limitera pas à une réponse restreinte. Vous serez entièrement responsable des conséquences ainsi que de la fermeture totale du détroit d'Ormuz à l'exportation de tout pétrole et gaz. Ces attaques mutuelles entre l'Iran et les États-Unis ont indigné le Koweït et Bahreïn, qui ont condamné les frappes iraniennes sur leur territoire. Dans le même temps, les discussions sur la nécessité de conclure tôt ou tard un accord de paix se poursuivent tant du côté américain que du côté iranien. Comme l'affirme Donald Trump, la seule raison pour laquelle Téhéran n'a pas encore accepté des conditions de paix défavorables reste la fierté. Quoi qu'il en soit, continue d'affirmer le président américain, Washington est gagnant. D'une manière ou d'une autre, c'est terminé. Soit ça se termine avec un bout de papier, soit ça se termine d'une manière plus difficile, même si ça semble être d'une manière beaucoup plus simple. Comme vous le savez, l'Iran n'a pas de marine. 159 navires en 4 jours. 159 navires ont fini au fond de la mer en 4 jours. Ce n'est pas que ça nous plaise, mais c'est comme ça. Le blocus est incroyable. Il n'y a jamais eu de blocus comme celui-là. Nous avons la meilleure armée au monde. Il n'y a jamais eu d'armée comme celle-là. Entre-temps, la question nucléaire est revenue à l'ordre du jour. La délégation iranienne auprès de l'AIEA a publié une déclaration officielle appelant tous les États membres de l'organisation à faire preuve d'une tolérance zéro envers les attaques contre des installations nucléaires. Après la publication par l'Agence internationale de l'énergie atomique d'un rapport selon lequel Téhéran ne donnerait pas accès à certaines installations endommagées et ne fournirait pas d'informations précises sur ses stocks d'uranium enrichi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a accusé le directeur général de l'AIEA d'hypocrisie. Tout d'abord, Raphaël Grossi évoque l'ambiguïté, le manque d'accès et la perte de continuité des connaissances, mais cette situation ne vient pas de nulle part. Les installations nucléaires sécurisées ont été la cible d'attaques militaires menées par les États-Unis et le régime israélien. Le directeur général de l'AIEA, qui s'est montré entièrement à la disposition des États-Unis et de l'Occident, n'a malheureusement jamais condamné ces attaques. On ne peut pas ignorer la source de la perturbation et en imputer les conséquences à l'Iran. Rappelons que Washington et Téhéran tentent de parvenir à un compromis et de conclure ce que l'on appelle un mémorandum d'entente. Le processus est pour l'instant dans l'impasse en raison des lignes rouges clairement définies par chacune des parties. Par ailleurs, l'escalade de la situation au Liban a également un impact négatif car la fin de la guerre sur ce front constitue l'une des exigences de l'Iran. Zoom sur la guerre au Moyen-Orient. La conversation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Alicia Capellini nous parle de la position de Benjamin Netanyahou sur BFM TV. La position de Netanyahou vis-à-vis de Donald Trump. Écoutons les détails dans ce grand journal. À New York, 6 personnes ont été... Netanyahou a décidé de frapper l'Iran dans la nuit. C'est la première fois depuis le début de la trêve, il y a pile 2 mois. Est-ce qu'il reprend le dessus sur Donald Trump? Oui, au moins c'est ce qu'il essaye de faire. Ces frappes en fait sont surtout un message envoyé à Donald Trump pour lui dire qu'il est libre de ses actions, qu'il a encore le choix. C'est une réponse très directe d'ailleurs aux mots du président américain qui avait déclaré quelques heures plus tôt dans son entretien avec le Financial Times que le Premier ministre israélien n'aurait pas d'autre choix que d'accepter un accord avec l'Iran. Donc là, alors que Donald Trump
Trump essaye de montrer les muscles et de montrer qu'il est le seul décisionnaire sur la guerre, Benyamin Netanyahou, lui, tente de prouver qu'il a encore toute sa liberté d'action. Mais c'est le cas, il a vraiment toute sa liberté, Benyamin Netanyahou? Alors oui et non. Politiquement, oui, parce qu'Israël est en première ligne. Les Israéliens sont physiquement mobilisés dans cette guerre. Donc Benyamin Netanyahou a toute la légitimité politique d'exiger que les décisions soient prises aussi à Tel Aviv. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Israël dépend tellement des États-Unis que Netanyahou ne peut pas vraiment se permettre d'arriver au point de rupture. Pensez que depuis le 7 octobre 2023, Washington a fourni à Israël une aide militaire d'au moins 16 milliards de dollars en plus des plus de 3 milliards de dollars que les États-Unis consacrent déjà tous les ans à la défense israélienne. Évidemment, c'est immense. Netanyahou est bien conscient de cette dépendance. Il essaye d'en sortir. Il a annoncé à la fin de l'année dernière qu'Israël va consacrer 110 milliards de dollars sur 10 ans à sa défense, à tel point qu'en 2026, 16% du budget est consacré à la défense. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt. Israël ne peut pas se passer des États-Unis pour sa défense, pour sa survie. Est-ce qu'il y a une sorte de fin d'alliance entre Netanyahou et Trump? Oui, sans doute. Les frappes de cette nuit actent ce qui était déjà latent depuis des semaines. C'est qu'Israël et les États-Unis sont rentrés en guerre d'un commun accord, avec une coordination militaire, politique, logistique presque parfaite, et que, en réalité, cette entente s'est gâtée au fil des semaines. On a Donald Trump d'un côté qui essaye de tout mettre en œuvre pour ne pas retourner au conflit armé. De l'autre côté, Benyamin Netanyahou, sa position, elle est parfaitement opposée. La guerre est une béquille politique qui lui permet de maintenir sa prise sur le pays. Donc on l'avait déjà bien compris avec cet appel de la semaine dernière dans lequel Donald Trump avait traité Benyamin Netanyahou de fou. Mais là, 100 jours après le début de la guerre, on a une raison supplémentaire de penser que cette alliance, autrefois inébranlable entre les États-Unis et Israël, est peut-être enterrée. Nous irons à New York, dans le Big Apple. L'attaque à l'arme blanche, au moins 6 blessés dans une attaque au couteau à la gare Penn Station. L'attaque s'est produite dans l'une des gares les plus fréquentées de New York, alors que la ville se prépare à accueillir deux grands événements sportifs, les finales de la NBA de basket et la Coupe du Monde du football 2026, la Coupe du Monde de football, 2026. Écoutons un reportage signé Euronews dans ce grand journal. À New York, 6 personnes ont été blessées lors d'une attaque à l'arme blanche survenue dimanche soir dans la gare Penn Station, à la veille du 3e match des finales NBA qui doit se tenir au Madison Square Garden, à quelques mètres seulement des lieux. Dans un premier temps, les pompiers de la ville ont fait état de 5 victimes, une blessée grave, 2 dans un état modéré et 2 plus légèrement touchées. Toutes ont été transportées à l'hôpital Bellevue. Une 6e victime a été découverte peu après et a été transportée dans un autre établissement hospitalier. L'auteur présumé de l'attaque a été interpellé et placé en garde à vue. Selon le contrôleur de la ville de New York, l'individu souffrirait de graves problèmes psychologiques. Alors que des milliers de supporters sont attendus au match 3 des finales NBA et que Donald Trump devrait également y assister, les autorités ont annoncé un renforcement du dispositif de sécurité autour du Madison Square Garden. Coupe du Monde 2026. Les États-Unis refusent des visas à plusieurs membres du staff iranien. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, une nouvelle controverse diplomatique oppose l'Iran aux États-Unis. Les autorités iraniennes accusent Washington d'avoir refusé des visas à plusieurs membres clés de la délégation nationale, compliquant sérieusement les préparatifs de l'équipe pour le tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Selon la Fédération iranienne de football, plusieurs responsables administratifs et techniques, dont des dirigeants de haut rang, n'ont pas obtenu l'autorisation d'entrer sur le territoire américain. Téhéran dénonce une décision politique et discriminatoire qui contrevient à l'esprit du sport international. Reportage signé TV5 Monde dans ce grand journal. Les États-Unis ont traditionnellement été un pays vers lequel les gens immigraient en grand nombre, attirés par la liberté, le rêve américain notamment. J-4 avant le coup d'envoi du Mondial 2026, 48 équipes sont en lice, parmi elles la sélection nationale iranienne qui a décidé de saisir la FIFA. Bonsoir Mévalo.
Bonsoir Estelle. La guerre au Moyen-Orient s'invite dans la compétition. Il faut croire que oui, Estelle. L'équipe nationale est arrivée ce dimanche à Tijuana, au Mexique, pays co-organisateur du mondial, et où se trouve son camp de base. Mais elle n'était pas tout à fait au complet. Les États-Unis ou les Iraniens doivent disputer au moins 3 matchs, ayant refusé de délivrer des visas à plusieurs membres du staff, dont le président de la fédération iranienne. Quant aux visas obtenus, ils ne seront valables que les jours de rencontre. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur d'Iran au Mexique. Les visas délivrés ne permettent l'entrée que le matin et imposent le départ le jour même. Étant donné qu'il s'agit de longs trajets aller-retour, les joueurs vont se fatiguer et tous ces facteurs peuvent donc avoir une incidence sur les performances de notre équipe. Alors, la fédération iranienne dénonce, je cite, un environnement discriminatoire et inégalitaire constituant une ingérence politique et a donc saisi la FIFA. Et que disent les États-Unis ? Alors, dans un message publié vendredi, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barak, s'est félicité de la délivrance des visas aux membres de l'équipe nationale iranienne, louant même le sport censé transcender les frontières. Au mois d'avril, le chef de la diplomatie américaine avait averti que tous les membres de la sélection iranienne ne pourraient obtenir de visa. On l'écoute. Le problème avec l'Iran, ce ne seraient pas leurs athlètes, mais plutôt certaines personnes qui souhaiteraient les accompagner, dont certains ont des liens avec les gardiens de la Révolution. Nous ne pourrons peut-être pas les laisser entrer. Et l'équipe d'Iran est-elle la seule à avoir des problèmes de visa pour ce mondial ? Eh bien, pas vraiment, même si l'équipe d'Iran fait face, il est vrai, à des restrictions particulièrement draconiennes. Les visas sont ou ont été un casse-tête pour beaucoup de sélections. L'équipe suisse, par exemple, est arrivée mardi à San Diego sans son attaquant vedette, Brel Mbolo. Une condamnation pour des menaces proférées en 2018 lors d'une altercation a retardé son autorisation d'entrée aux États-Unis. Il a finalement pu rejoindre ses coéquipiers hier, vendredi. Autre exemple, la sélection nationale marocaine s'est envolée mercredi pour les États-Unis sans son défenseur Zakaria El Ouadi. Lui aussi a finalement obtenu son visa. Mais c'est autant de stress dont les joueurs se seraient sans doute bien passés. Nous irons aux États-Unis alors que les États-Unis célèbrent leur 250e anniversaire. Le pays connaît un phénomène inédit. Depuis la Grande Dépression, plus de personnes le quittent qu'il n'en arrive. Reportage signé Radio-Canada dans ce grand journal. Les États-Unis ont traditionnellement été un pays vers lequel les gens immigraient en grand nombre, attirés par la liberté, le rêve américain notamment. Eh bien, voilà que des démographes constatent que l'inverse est en train de se produire. Pour la première fois en un demi-siècle, la migration nette aux États-Unis a été négative l'an dernier, c'est-à-dire que davantage de personnes ont quitté que d'immigrants sont arrivés. Un rapport du Brookings Institute estime que le pays a perdu entre 10 000 et 295 000 personnes. Bien sûr, les politiques de l'administration Trump en matière d'immigration y sont pour quelque chose. Immigrer aux États-Unis est devenu plus compliqué. Les auteurs de l'étude de Brookings disent aussi qu'entre 310 000 et 315 000 personnes ont été expulsées du pays, bien que selon le département de la sécurité intérieure des États-Unis, le véritable chiffre est 2 fois plus élevé. Mais on constate aussi qu'un nombre record de citoyens américains quittent le pays pour aller vivre ailleurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas à cause du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon un reportage du Wall Street Journal, le point tournant pour bien des gens aux États-Unis a été la pandémie. Alors que le télétravail est devenu la norme pour plusieurs, ils ont été très nombreux à réaliser qu'ils pouvaient travailler à partir d'un peu n'importe où. Quand vous êtes payé en dollars américains, que vous déménagez dans un pays où la devise est plus faible, comme le Canada par exemple, eh bien, ça augmente votre pouvoir d'achat. La criminalité et l'inflation sont aussi mentionnés souvent comme étant des facteurs qui poussent les gens, les Américains, à vouloir quitter les États-Unis, tout comme les coûts de l'assurance maladie aussi. La couverture médicale peut être très dispendieuse ici. On parle de milliers de dollars par mois pour bien des familles aux États-Unis, alors qu'il n'y a pas de système de santé publique universelle, comme c'est le cas au Canada. L'enseignement universitaire est aussi beaucoup plus abordable dans d'autres pays. Donc, le nouveau rêve américain pour bien des gens, c'est de ne plus vivre aux États-Unis. En 2008, un Américain sur 10 disait souhaiter aller s'établir en permanence dans un autre pays, selon un sondage Gallup. L'année dernière, c'était 1 sur 5. Bien sûr, souhaiter aller vivre ailleurs et le faire, ce sont deux choses distinctes, mais les Américains sont plus nombreux que jamais à faire leurs valises par des temps qui courent. Conséquence, le nombre d'Américains vivant au Portugal a bondi de 500 % depuis la pandémie. En Espagne et aux Pays-Bas, il a presque doublé et il a plus que doublé en République tchèque.
Quant au Canada, par contre, c'est loin d'être la ruée, il faut le dire. Le nombre d'Américains admis en tant que résidents permanents a même diminué de 20 % durant les 7 premiers mois de 2025 par rapport à l'année précédente, selon l'Association d'études canadiennes. L'afflux attendu par certains après la réélection de Donald Trump ne s'est donc pas concrétisé. Pour les États-Unis, cette diminution de la population n'est pas une bonne nouvelle sur le plan économique. Elle risque d'affecter la main-d'œuvre, les dépenses de consommation et aussi la croissance économique du pays. Nous irons au Sénégal. Politique réunie le 6 juin 2026 au centre des expositions de Diamniadio, pour le premier congrès extraordinaire de leur formation. Les délégués de PASTEF, les Patriotes, ont réélu Ousmane Sonko à la présidence du parti. Sur les 698 procès-verbaux attendus, 689 ont été reçus, incluant l'intégralité du territoire national et une large part de la diaspora. Et la totalité des 689 suffrages exprimés s'est portée sur Ousmane Sonko. Cette élection consacre une adhésion des 1200 délégués présents. Récit Africa 24 dans ce grand journal. Unique candidat à sa propre succession, Ousmane Sonko a été élu à l'unanimité président de PASTEF les Patriotes du Sénégal, formé en 2014 lors du premier congrès extraordinaire du parti à Diamniadio le 6 juin 2026. Recueillant la totalité des 589 suffrages exprimés par les délégués nationaux et de la diaspora, il bénéficie d'un plébiscite sans aucune opposition. Ce vote intervient alors qu'il préside désormais l'Assemblée nationale après avoir été limogé de ses fonctions de Premier ministre. Pour les 1200 militants présents, cette élection réaffirme sa légitimité partisane et marque une étape clé de refondation politique. Et donc cette confiance n'est ni un privilège ni un honneur personnel. Elle est une charge, une responsabilité et une exigence de fidélité envers notre peuple, nos militants, nos martyrs et notre option panafricaniste et de solidarité internationale. D'après Ousmane Sonko, ce congrès représente un jalon historique 2 ans après l'arrivée au pouvoir de sa formation. Il souligne une évolution majeure, le passage d'une dynamique de rupture à une phase de transformation structurelle et historique pour le Sénégal. Peuvent conquérir le pouvoir sans parvenir à transformer l'État. Les révolutions peuvent être détournées, absorbées ou vidées de leur contenu lorsqu'elles ne se dotent ni d'une doctrine, claire, ni d'une organisation capable d'inscrire le changement dans la durée. Et c'est pourquoi ce congrès est historique, 2 ans après notre accession aux responsabilités les plus élevées. Car il marque le passage d'un mouvement de rupture au parti de transformation historique. Ce renouvellement de légitimité intervient dans un contexte politique en pleine mutation. Ousmane Sonko voit son leadership partisan réaffirmé au moment même où ses relations avec l'exécutif sous la conduite du président de la République Bassirou Diomaye Faye font l'objet de toutes les attentions. Direction le Nigeria, l'armée nigériane a annoncé avoir libéré 360 personnes qui étaient retenues en otage par le groupe djihadiste Boko Haram lors d'une opération menée dimanche dans le sud de l'état de Borno, au nord-est du pays. Selon les autorités militaires, cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à démanteler les bases des groupes armés qui sévissent dans cette région depuis plus d'une décennie. Les personnes secourues, parmi lesquelles figurent des femmes, des enfants, des personnes âgées, étaient détenues dans des zones contrôlées par les réfugiés. Reportage Africa News dans ce grand journal. L'armée nigériane dit avoir libéré dimanche 360 personnes enlevées par Boko Haram dans le sud de l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Selon le communiqué de l'armée, l'opération a été menée dans les monts Mandara qui font partie du fief du groupe terroriste. Abuja accentue la pression sur les djihadistes. Le mois dernier, les autorités ont annoncé une opération conjointe menée avec les États-Unis et qui avait permis d'éliminer 75 combattants de l'ISWAP. Le Nigeria est confronté à une grave crise sécuritaire, notamment dans sa partie nord, où plus d'une décennie d'insurrection djihadiste
terroristes, combiné à la multiplication des enlèvements contre rançon et à l'exploitation minière illégale, continue de fragiliser la stabilité de la région. Le conflit dans le nord-est a causé la mort de milliers de personnes, selon les Nations Unies. La visite de Xi Jinping, le président chinois en Corée du Nord, est perçue comme un baromètre des relations de la Chine en Asie et de sa stratégie régionale face aux États-Unis. Pékin et Pyongyang entretiennent une relation particulièrement fondée sur un traité d'amitié et d'assistance mutuelle, tandis que la Chine reste le principal soutien économique et politique du régime nord-coréen. Écoutons les détails avec nos confrères de France 24 dans ce grand journal. Pyongyang, la Chine est un soutien diplomatique, économique, politique essentiel pour la Corée du Nord. Là, ce sont des images d'archives, mais Xi Jinping doit bien sûr réaffirmer tous ses liens lors de sa rencontre avec Kim Jong-un. Et nous, on en parle déjà ce matin en compagnie de notre invité spécialiste de la Chine contemporaine, Emmanuel Véron. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'INALCO et au Centre HEC Géopolitique. D'abord, une question simple. Pourquoi cette visite de Xi Jinping en Corée du Nord ? Je pense que c'est la question principale, c'est-à-dire quand on regarde les relations entre la Chine et la Corée du Nord, qui sont très particulières, qui sont tenues par un traité d'amitié et d'assistance mutuelle qui a été signé au lendemain de la guerre de Corée en 1961, qui est très contraignant, qui est très engageant pour les deux parties, en particulier pour la Chine, eh bien on a une sorte de baromètre des relations internationales, une baromètre des relations de la Chine en Asie. Alors qu'il y a une guerre en Iran qui dure, alors qu'on a une guerre en Ukraine qui dure, avec l'acteur russe, eh bien, le choix de la politique de la politique chinoise de se rendre en Corée du Nord est fondamentalement pour créer les conditions d'un face-à-face avec les États-Unis, ça peut paraître paradoxal, mais avec les États-Unis, qui est de plus en plus assumé. C'est-à-dire que la Corée du Nord a souvent été une forme de variable d'ajustement dans la politique chinoise vis-à-vis des États-Unis en Asie, pour tenir à distance les États-Unis. Quels sont les rapports aujourd'hui entre Pékin et Pyongyang, les échanges ? Les échanges sont considérables pour la Corée du Nord. Très en faveur de la Corée du Nord. Très asymétrique, oui, parce qu'en fait, dans ce fameux traité d'assistance mutuelle et d'amitié, en fait, la partie chinoise est une sorte de garantie de survie pour le régime nord-coréen. C'est-à-dire dans ses exportations, peut-être même dans le petit onglet qui figure de la coopération militaire, d'assistance technique et de coopération au programme balistique, sinon nucléaire, mais en tout cas balistique nord-coréen. Donc finalement, Pékin tient quelque part le régime nord-coréen. Le régime nord-coréen, dans le même temps, a cherché un peu à diversifier ses partenariats, d'où ce rapprochement avec la Russie depuis quelques années dans le cadre de la guerre en Ukraine, mais qui ne peut se faire sans quelque part une sorte d'accord tacite, indirect de Pékin. Donc, les rapports économiques sont considérables, c'est 80 à 90% de ce qui est fourni à la Corée du Nord vient de Chine, et en échange, c'est des matières premières de Corée du Nord vers la Chine, notamment des ressources halieutiques, du charbon, des choses comme ça. Mais surtout, il y a d'emblée un sujet sécuritaire et géopolitique de ces... C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi. Mais avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui. Matin, vers 8h, 11h du matin, journée ensoleillée. La température passe progressivement de 62 degrés Fahrenheit à 69 degrés Fahrenheit. Dans l'après-midi, généralement ensoleillé avec quelques passages nuageux. Les températures atteindront le maximum entre 74 degrés Fahrenheit et 75 degrés Fahrenheit. À la soirée, le ciel sera dégagé, étoilé. Les températures descendront doucement de 70 degrés Fahrenheit en début de soirée, vers 66 degrés Fahrenheit. Pour ce lundi, c'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Herli Tudorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, on air avec du style. Alexa Open, Swag Radio, peut écouter Swag Radio 24h/24. Swag Radio. Le son qui swag. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure. Info à la vitesse de la lumière, P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Allez, Pondeuse Café Créole pour la bonne cuisine haïtienne au 299 Main Street Everett. Chiffré le 617 294 1425. Pondeuse Café Créole, Elissioso,
Joyeux lundi, joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire, car ça rajeunit le visage. Au revoir. À demain.